Les fourchettes s'entrechoquaient. Les conversations se sont interrompues. Le silence s'est abattu sur la table. Ma mère se tenait au bout de la table de la salle à manger, son verre de vin levé. 14 personnes se sont tournées pour l'écouter. Famille, amis, collègues. Elle a souri de ce sourire vif et théâtral qu'elle réservait aux foules. Des rires ont parcouru la pièce. Des gloussements polis, des regards complices. Je me tenais derrière la table de service. Je ne m'étais même pas encore assise. Ma main s'est crispée sur la cuillère de service. Mon visage me brûlait. Ma sœur, Kali, a souri modestement, levant son verre en signe de reconnaissance comme si elle avait mérité le compliment par une véritable réussite, et non par sa simple existence. J'ai forcé mon visage à prendre une expression neutre. J'ai essayé de respirer normalement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce n'était pas la première fois que maman m'humiliait en public. Ce n'était même pas la 10e. Mais quelque chose dans ce moment semblait différent. Debout là, devant 14 témoins, alors que ma mère réduisait toute mon existence à une chute de blagues, quelque chose en moi s'est brisé, et quelque chose de nouveau a commencé à grandir à sa place. Je m'appelle Naomi Cruz, et voici comment tout a changé. Je me suis assise quand même, j'ai pris la place qui m'était assignée à l'extrémité de la table, loin de maman, loin de Kali. Mon visage était encore chaud, mais j'ai souri, j'ai passé les pommes de terre et j'ai ri aux moments opportuns, parce que c'est ce que je faisais toujours. Ce n'était pas nouveau. J'avais toujours été la rêveuse dans une famille qui vénérait les titres et les salaires. Kali était devenue associée à 30 ans, droit des sociétés, un salaire à 6 chiffres, un bureau d'angle. J'écrivais des poèmes que personne ne lisait. Je vendais des livres d'occasion dans une librairie indépendante pour 16 $ de l'heure. Quand les amis de maman me demandaient ce que je faisais dans la vie, elle répondait « Naomi se cherche encore ». Comme si j'étais perdue, incomplète. Un projet qui n'avait pas tout à fait abouti. Kali était l'histoire à succès, la preuve d'une bonne éducation parentale. J'étais la note de bas de page décevante. Mais ce soir-là, assise à cette table, pendant que tout le monde prétendait que je ne venais pas d'être publiquement moqué, quelque chose a changé. Je n'étais plus triste. J'étais en colère. Dans la colère, j'apprenais, j'avais une direction. J'ai essayé d'aider dans la cuisine après le dîner. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, de m'occuper. Ma tante m'a acculé alors que je lavais les verres à vin. J'ai levé les yeux. Le potentiel pourquoi? Tu sais, une vraie carrière, la stabilité. Elle veut juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse. L'es-tu, vraiment? La question est restée en suspens, pleine de jugement, de pitié, comme si j'étais un projet raté que tout le monde était trop poli pour jeter. J'ai forcé un rire. Je vais bien, vraiment. Mais à l'intérieur, je me sentais de nouveau comme à 13 ans, debout dans le bureau du conseiller d'orientation pendant que maman expliquait que j'étais créative mais pas concentrée. Une façon de dire décevante, mais on y travaille. Ma tante m'a tapoté l'épaule et a changé de sujet, mais le mal était fait. Kali m'a trouvé dans le couloir et m'a prise à part pendant que tout le monde prenait le dessert. Et, ne prends pas le commentaire de maman personnellement. Je l'ai regardé fixement. Comment devrais-je le prendre, sinon? Tu sais comment elle est. Elle a juste une drôle de façon de se vanter. Elle t'aime. Vraiment? Kali a soupiré. Elle a sorti son portefeuille et m'a tendu un chèque, déjà rempli. 300 $. Tiens, pour le loyer ou autre chose. J'ai regardé le chèque, son expression apitoyée, comme si j'étais un cas de charité. Comme si 300 $ pouvaient réparer toute une vie passée à être la seconde. Je n'ai pas besoin de ton argent. Naomi, ne sois pas fière. J'ai pris le chèque, je suis allé aux toilettes, je l'ai déchiré en 2, puis en 4, puis en 8. Je l'ai jeté dans les toilettes parfaites de la salle de bain des invités de Kali et j'ai regardé les morceaux s'en aller dans le tourbillon. Puis je me suis lavé les mains et j'ai rejoint la fête. J'ai souri tout le temps. Plus tard dans la soirée, Kali a laissé son iPad en charge sur le comptoir de la cuisine. Je nettoyais, rangeant les restes que personne ne mangerait. Une notification est apparue. Un message de groupe. Le nom de la discussion, les vraies discussions de la famille Cruz. Je me suis figé. Nous avions une discussion de groupe familial,
dans laquelle j'étais, où maman envoyait des demandes de prière et les horaires des vacances. Celle-ci était différente. J'ai pris l'iPad et j'ai ouvert le message. Mon estomac s'est noué. Des photos du dîner de ce soir. Des blagues privées, des conversations dont je ne faisais pas partie. J'ai fait défiler vers le haut. Des mois de messages. Mon nom est apparu une fois. Cousin Andrew, est-ce que Naomi vient pour Noël? Maman, probablement. Elle est toujours dans sa petite phase d'artiste. Ah. Donnez-lui du temps. J'en ai fait une capture d'écran. Je me la suis envoyée. J'ai reposé l'iPad exactement où je l'avais trouvé. Une semaine plus tard, maman était honorée à son club féminin. Une sorte de prix pour son leadership communautaire. Elle en avait parlé nonchalamment, ne m'avait pas invité directement, mais je me suis présenté quand même, habillé respectueusement. Robe bleu marine, boucle d'oreille en perles que grand-mère m'avait laissée, espérant une reconnaissance, une mention, n'importe quoi. La salle était comble. Des femmes que je connaissais depuis toujours, les amies de maman, son cercle professionnel. Elle a prononcé un discours, a parlé de sa carrière, de son travail de bénévole, de ses valeurs. Puis, je suis si reconnaissante d'avoir élevé une fille comme Callie. La voir réussir a été ma plus grande joie. Une fille. Au singulier. Pas des filles. Une fille. J'étais assise au 3e rang, visible, présente. Elle a regardé droit devant elle, sans me voir. Elle a parlé des réussites de Callie, de son statut d'associé, de ses affaires. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois, même pas en passant. Je me suis excusé à mi-parcours. J'ai marché jusqu'à la maison sous la pluie. J'ai pleuré tout le long du chemin. Le lendemain, une femme est entrée dans la librairie. Milieu de la quarantaine, professionnelle, elle parcourait la section des thrillers juridiques. Nous avons bavardé pendant que j'encaissais ses achats. Elle était chaleureuse, drôle, facile à aborder. En fait, je travaille pour un cabinet à Washington DC, a-t-elle mentionné. Droit des sociétés. C'est épuisant, mais gratifiant. Oh, waouh. Ma sœur travaille aussi en droit des sociétés. Vraiment? Quel cabinet? Whitman et Associés. Elle s'appelle Callie Cruz. L'expression de la femme a changé. Subtilement, mais de manière perceptible. Callie Cruz. Oui, je connais ce nom. Le monde est petit. Très petit. Elle a fait une pause. N'a-t-elle pas quitté Whitman récemment? J'ai entendu dire qu'il y avait eu une situation. Mon cœur a raté un battement. Une situation? Peut-être que je me trompe, mais je pensais qu'elle était partie soudainement. Une affaire interne au cabinet. Elle a payé et est partie rapidement après ça. Je suis resté là, confuse, parce que Callie n'avait pas mentionné avoir quitté son cabinet. Quelle situation? J'ai envoyé un texto à Callie ce soir-là. Nonchalant. Salut, comment va le travail? Elle a répondu 3 heures plus tard avec une photo. Plage, coucher de soleil, cocktail. Je vis ma meilleure vie. Aucune mention du travail. Aucun détail. J'ai vérifié son LinkedIn. Il la listait toujours comme collaboratrice senior chez Whitman et Associés, mais le profil n'avait pas été mis à jour depuis 8 mois. J'ai cherché sur Google Enquête Whitman et Associés. J'ai trouvé un petit article datant de 6 mois, cabinet d'avocats sous examen interne pour irrégularité de facturation. Plusieurs collaborateurs étaient sous surveillance. Un nom était mentionné dans les commentaires, c'est Cruz. Ma sœur. J'ai fait des captures d'écran de tout. Au brunch du dimanche, j'ai demandé nonchalamment à maman, Callie a-t-elle changé de cabinet? La fourchette de maman s'est arrêtée en plein vol. Pourquoi demandes-tu ça? Juste curieuse. Quelqu'un a mentionné qu'il pensait qu'elle avait déménagé. Ne sois pas jalouse, Naomi. Tu ne comprendrais pas ce monde. C'est compliqué. Je ne suis pas jalouse. Je voulais juste. Callie se porte à merveille. Mieux que jamais. Ne parlons pas de travail à table. Elle a changé de sujet, mais sa réaction m'a tout dit. Elle savait quelque chose, et elle le cachait. J'aidais à vider le box de stockage de grand-mère. Maman avait repoussé cela pendant des mois.
Alors qu'elle triait de vieux meubles, j'ai vu son sac à main sur une chaise, un porte-clés attaché à l'extérieur. Une clé portait l'étiquette Unité 709 Cali. J'ai reconnu le centre de stockage. Il était à 2 rues de mon appartement. J'ai mémorisé le numéro. Plus tard dans la soirée, j'y suis allé. Le centre était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Accès par code. Je me suis faufilé derrière un autre client pour passer la barrière. J'ai trouvé l'unité 709. La serrure était une simple combinaison. J'ai essayé la date de naissance de Cali. Elle s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient des boîtes, des dizaines, étiquetées, organisées. J'ai ouvert la première. Des dossiers juridiques, des documents de cas, des correspondances personnelles. Une boîte portait l'étiquette confidentielle. Ne pas déchiqueter. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Dans la boîte se trouvaient des courriels, des lettres, des documents des ressources humaines. L'un d'eux a attiré mon attention. Une lettre officielle d'une certaine Patricia Hoffman aux ressources humaines de Whitman et Associés. Objet, plainte contre la collaboratrice Cali Cruz, fraude à la facturation. Je l'ai lu attentivement. 2 fois. Patricia avait été l'assistante de Cali. Elle avait vu Cali gonfler les heures facturables, ajoutant du temps sur les comptes des clients qui n'avaient pas été travaillés. Une fraude systématique sur 18 mois, affectant plusieurs clients. Le cabinet avait réglé l'affaire discrètement, remboursé les clients surfacturés et forcé Cali à partir, mais publiquement, ils avaient appelé cela un départ d'un commun accord. Cali n'avait pas été promue. Elle avait été poussée vers la sortie. Et maman le savait. J'ai photographié chaque document, les ai téléchargés sur un service de stockage en ligne sécurisé, j'ai reverrouillé l'unité et je suis parti. Le week-end suivant, maman a organisé un brunch familial, célébrant le nouveau chapitre de Cali. Tout le monde s'est rassemblé. La famille élargie. Les amis de maman. Maman s'est levée pour porter un toast. Je suis si fier de vous présenter ma fille Cali, notre génie juridique. Elle prend un repos bien mérité avant sa prochaine grande opportunité. Tout le monde a applaudi. Cali a souri, humble, gracieuse. J'étais assise là avec un mimosa, connaissant la vérité, sachant que maman mentait à chaque personne dans cette pièce, et personne ne remettait cela en question parce que Cali était l'enfant prodige, et les enfants prodiges n'échouent pas. Retour en arrière, il y a 2 ans. J'avais enfin obtenu mon propre appartement, un minuscule studio, abordable parce que maman s'était portée garante pour le bail. 3 mois plus tard, elle a appelé. Je dois me retirer en tant que garante. Pour des raisons financières. Quoi? Tu ne peux pas juste. J'ai déjà parlé au propriétaire. Tu devras refaire une demande avec tes propres revenus. Mes revenus ne suffisaient pas. Je gagnais à peine de quoi survivre. J'ai été expulsé 30 jours plus tard. J'ai dormi sur des canapés pendant 6 mois, sur le sol chez des amis, 2 fois dans ma voiture. La réponse de maman, ce n'est pas mon travail de financer l'échec. Tu dois grandir. Pendant ce temps, Cali vivait sans loyer dans une maison en grès que maman avait achetée comme investissement. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, maman a dit, la carrière de Cali l'exigeait. Toi, tu travailles dans une librairie. Comme si ma vie avait moins d'importance. Comme si je méritais moins. J'ai écrit un poème ce soir-là, je l'ai appelé La fille invisible, sur le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un, d'être aimé sous condition, de voir un frère ou une sœur vénéré pendant que vous êtes simplement toléré. Je l'ai posté sur mon blog, celui que cette personne suivait. Il a été partagé, puis partagé à nouveau. Le lendemain matin, il avait 3000 partages. Les commentaires ont afflué. C'est ma vie. Merci d'avoir écrit ça. Est-ce que ça va? Un commentaire m'a fait marquer une pause. Est-ce que ça parle de Cali Cruz? Quelqu'un avait reconnu les détails. Le poème s'est répandu plus vite que je ne l'avais prévu. Ma boîte de réception a explosé. 3 jours plus tard, une lettre juridique est arrivée d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas, représentant Cali Cruz. Mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Retrait immédiat du contenu diffamatoire. Menace de poursuite judiciaire. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai posté sur mon blog sans légende.
Juste l'image. La menace. La tentative de me faire taire. Laissant les gens décider de ce que cela signifiait. Internet a décidé rapidement. Maman m'a appelé, en sanglots. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Aimes-tu la démolir? Je suis resté calme. J'ai écrit un poème sur mon expérience. Tu lui donnes une mauvaise image. Les gens posent des questions. Peut-être qu'elle devrait y répondre. Tu as toujours été jalouse. Tu as toujours voulu la détruire. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai juste enfin parlé. Elle a crié autre chose. Je n'ai pas pu comprendre à travers les pleurs. J'ai raccroché. Je n'ai rien ressenti. La femme de la librairie, l'avocate, m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je ne faisais pas que regarder nonchalamment ce jour-là. Je travaille dans la conformité juridique. J'ai vu votre article de blog. Les documents que vous avez référencés, je peux vérifier qu'ils sont réels. Mon cœur s'est emballé. Comment? J'ai accès à des bases de données de l'industrie, à des réseaux de lanceurs d'alerte. Ce que Kali a fait, c'est documenté. Je peux en parler anonymement si nécessaire. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que j'ai vu trop de gens s'en tirer avec la fraude pendant que ceux qui disent la vérité sont réduits au silence. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un témoin. J'avais une alliée, quelqu'un de crédible. La partie pouvait commencer. Un podcast sur les dynamiques familiales m'a contacté. Ils avaient vu mon blog. Ils voulaient que je raconte mon histoire. J'ai accepté. Je n'ai pas nommé Kali directement. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste raconté ma vérité sur le fait d'être la fille invisible. Sur le fait de voir une sœur vénérée pendant que j'étais humilié. Sur la découverte de documents, sur des schémas de tromperie, sur des familles construites sur des mensonges. L'épisode est sorti un mardi. Le vendredi, il avait un demi-million de téléchargements. Les commentaires ont explosé sur les réseaux sociaux. Mon histoire a trouvé un écho. Les gens se sont reconnus en elle. Un journaliste d'une publication juridique a repris le fil, a publié un article, La face sombre des prodiges du droit, quand les belles réussites s'effondrent. Il ne nommait pas Kali directement, mais la chronologie correspondait. Les détails coïncidaient. Quiconque suivait l'affaire savait exactement de qui il s'agissait. L'article est devenu viral dans les cercles juridiques. Le profil LinkedIn de Kali a disparu le lendemain. Son Instagram est passé en privé. Elle se cachait. Maman m'a envoyé un texto 2 semaines avant Thanksgiving. Tu es toujours invité cette année. Pour la famille. S'il te plaît, sois civilisé. J'ai failli refuser, mais ensuite j'ai pensé, pourquoi devrais-je me cacher? J'ai répondu oui. Mais cette fois, je n'apportais pas seulement de la sauce au canneberge. J'apportais la vérité. Thanksgiving est arrivé. Même maison, même personne, énergie différente. Tout le monde était au courant du podcast, des articles, de la controverse, mais personne n'en parlait. Nous nous sommes assis pour manger, prétendant que tout était normal. Maman s'est levée pour prononcer son toast traditionnel. Je suis si reconnaissante pour ma famille, et je suis si fière de ma brillante fille. Laquelle, ai-je interrompu calmement, clairement. Celle qui a fraudé des clients ou celle qui t'a survécu? La pièce s'est figée. 14 visages se sont tournés vers moi. Le visage de Kali est devenu blanc. La bouche de maman s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. J'ai pris une enveloppe Kraft dans mon sac et je l'ai fait glisser sur la table vers maman. Voici celle que tu as encensée, ai-je dit. La fille que tu as louée, celle que tu as choisie à ma place. Je l'ai ouverte, j'ai laissé les documents se répandre. Preuve de fraude à la facturation, plainte des ressources humaines, accord de règlement. Et ça, ai-je dit en me désignant, c'est celle pour qui tu m'as enterré. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau. Profitez bien de votre dîner. Je suis sorti. Les retombées ont été immédiates. Mon cousin a partagé l'épisode du podcast dans la discussion de groupe de la famille. La vraie, celle où je n'étais pas. Quelqu'un a divulgué plus d'informations. D'autres collaborateurs du cabinet de Kali, confirmant l'histoire. Kali a supprimé tous ses réseaux sociaux.
Maman a envoyé un message de groupe frénétique, nous sommes attaqués. Ne répondez à personne. Mais les gens ont répondu, à moi, en privé, s'excusant, disant qu'ils n'en avaient aucune idée. L'image de la famille parfaite s'est complètement brisée. J'ai écrit une lettre à ma mère, non pas pour l'envoyer, juste pour dire tout ce que je ne pouvais pas lui dire en face. Je lui ai dit que je ne lui pardonnais pas, que je ne le ferais probablement jamais. Mais j'ai enfin compris quelque chose d'important. Elle ne m'a jamais vu assez clairement pour vraiment blesser mon vrai moi. Elle a blessé la version de moi qu'elle avait créée, la fille décevante, l'échec. Mais cette personne n'existait pas. J'étais entière, talentueuse et digne, avec ou sans son approbation. J'ai fermé le carnet, je l'ai rangé, et je l'ai laissé partir. 1 an plus tard, mon recueil de poésie a atteint la première place d'un classement numérique indépendant. Le dernier poème s'intitulait « La fille invisible parle ». J'ai été invité à lire lors d'un festival littéraire. Petite salle, public intime. Je me suis approché du micro, j'ai regardé les visages qui voulaient entendre ma voix, des gens qui appréciaient mes mots. J'ai lu mon œuvre, j'ai entendu des applaudissements, je me suis senti vu. Non pas parce que j'avais battu ma sœur, non pas parce que j'avais prouvé à ma mère qu'elle avait tort, mais parce que je m'étais enfin présenté selon mes propres termes. La fille mendiante est devenue une voix à succès, et cela avait plus de valeur que n'importe quelle approbation que j'avais recherchée. J'étais libre.